OK, c'est vendredi, c'est juin. Il se passe beaucoup de choses et ça mérite d'en traiter quelques-unes dans ce billet de saison ce soir. Repêchage de la Ligue de hockey junior maritime Québec commence ce soir avec la première ronde. C'est à notre antenne, TVA Sport 2, dès 19h depuis le Centre Vidéotron. La deuxième et les autres rondes demain au même endroit. Je suis assez curieux de voir au final combien d'espoirs américains ou provenant du Canada anglais vont être sélectionnés par les équipes du circuit de Mario Cecchini. Les petits gars de West Island, notamment, à qui on promet des bourses d'études dans les collèges américains, risquent fort d'entendre leur nom beaucoup plus tôt que normalement ce week-end. La logique, c'est ce qu'elle intime. Le changement de réglementation leur permet désormais de disputer leur saison de 16 et de 17 ans dans la Q avant de quitter vers ce qu'ils considèrent comme la terre promise, les collèges américains. Idem pour les joueurs de talent qui allaient se cacher dans la Ligue Junior A de Colombie-Britannique avant de traverser les douanes sans verser 50 de taxes à mon oncle Donald, le Grand Orange. Désormais, ils peuvent jouer dans le junior majeur ici au Canada sans perdre leur éligibilité. Ça change la donne. Et je pense sincèrement que c'est la planche de salut des 3 ligues juniors canadiennes. Il y a une poignée de formations. Les Remparts en sont, les Mooseheads en sont, les Wildcats en sont dans la Q, qui peuvent embarquer dans la surenchère avec Michigan U ou les grandes universités de la région de Boston ou au Colorado, à Denver, ou encore au Minnesota, la Mecque, l'État hockey. Et quoi encore? Le Dakota du Nord? Mais je vois mal les Foreurs de Val-d'Or essayer d'arrimer une offre de quelques centaines de milliers de dollars qu'une université américaine ferait à un espoir qu'ils ont dans la mire. Conclusion, les clubs juniors d'ici doivent se rabattre sur faire le plein de jeunes espoirs de talent et les faire graduer à 16 ans en majorité, alors que jusqu'ici, les jeunes de 16 ans qui jouaient dans la Q étaient plutôt des exceptionnels. Moi, j'ai connu la Ligue de développement Midget 3A où les gars de 15 ans étaient des super vedettes de la Ligue nationale en puissance. En dehors de ça, à 15 ans, là, tu joues encore bantam dans le temps. Maintenant, si tu ne joues pas dans le circuit Midget 3A à 15 ans, on sait bien gros que ta route va être très longue vers la terre promise. J'ai connu la Ligue de hockey junior majeur du Québec où les clubs alignaient 2 joueurs de 16 ans, 3 gros maximum. Il fallait que ce soit 3 calvasses de bons joueurs de 16 ans. Désormais, ça va être la donne. Il faudra s'y faire parce que si c'est pas ça, alors ça va être une ligue terminale de gars de 19-20 ans qui vont être loin d'être des exceptionnels. Parlant de 20 ans, ils ont droit à 3 actuellement. Attache-toi, là. Ça va monter à 5. Je suis à peu près convaincu. D'ici 2 ans, ils sont rendus à 5. Déjà, on monte à 4 Européens. On fait ce qu'on peut pour essayer de rafistoler des équipes. Mais qu'en est-il du développement de nos jeunes talents québécois? Ah, c'est pas notre business, on a d'autres chats à fouetter. C'est vrai en partie. C'est vrai que ça doit partir à la base de la pyramide et d'une volonté collective, notamment de l'État et des gens en place aux politiques. Football, les Alouettes amorcent leur calendrier régulier ce soir au stade Percival Molson de l'Université McGill. C'est toujours le fun à dire. Cette équipe que le Québec adorait dans les années 70. Hein? C'était la terre promise, le Canada, dans les années 70. On s'en rappelle tous. Le dollar était plus fort que le dollar américain. On gazait à 42, 43 cents. Le gallon! Pas de bon sens. Tabaslac. Vince Ferragamo gagnait 250 000 US pour jouer pour les Jets de New York. Les Alouettes lui donnaient 1 million canadien, ce qui équivalait à 1 200 000 US. Il a pris 3 fois plus d'argent, puis il est venu jouer à Montréal 3 fois, 4 fois plus d'argent, puis il est venu jouer à Montréal. Ça, c'était les belles années. Ça, c'était les grandes années. Et on a vu cette époque glorieuse ressusciter littéralement dans ce grand parc centenaire du centre-ville. Merci à U2 qui était en concert le 2 novembre 1997 au Stade olympique, qui était le domicile des Alouettes, ce qui a forcé la relocalisation pour un match. Larry Smith, la petite Larry, était là et je l'ai vu pleurer ce jour-là.
Il était heureux et savait qu'il venait de relancer quelque chose comme un grand projet. J'ai eu la piqûre moi-même. C'est rien de moins que magique le moment qu'on a passé là, ce 2 novembre, en finale, demi-finale de l'Est contre le BC. Ça ne s'invente pas, là. Bienvenue dans la Ligue canadienne. C'était les années Calvillo, vous le voyez, avec un propriétaire présent et aux poches profondes, Robert Bob Whittenhall. Ça a été faste et ça a été couronné. Puis, la lente agonie a commencé. C'était devenu insoutenable à l'œil. Voir une organisation qu'on a beaucoup aimée dépérir de la sorte sous nos yeux, c'était aussi déplorable que triste. Les amateurs de l'Impact de Montréal se reconnaissent dans ce propos actuellement, puisqu'ils sont au cœur de cette même descente vers les soins palliatifs. Pierre-Carl Péladeau a acheté les Alouettes. Pour quel motif? Il y a juste lui qui le sait. Chose certaine, les partisans de l'équipe s'en trouvent revigorés. Dès sa première campagne, le boss a ramené une Coupe Grey, rien de moins. Et il veut démontrer que le match contre Toronto en finale de l'Est l'automne dernier était une erreur de parcours. On lui parle d'ailleurs au propriétaire des Alouettes au cours des prochaines minutes. Danny Maciocia réalise un rêve, être le patron de l'équipe professionnelle de football de sa ville qu'il aime tant, Montréal, mais l'être dans des conditions optimum. Le propriétaire dit « fais ce qu'il faut » puis ramène des résultats. Les Alouettes ont donc les moyens de leurs ambitions. Les partisans du bon vieux football canadien, celui qui met la balle dans les airs, premier 10 de ta propre ligne de 20 dans ton territoire pour commencer une séquence à l'attaque. Eh bien, ceux-là vont être servis. Les Alouettes seront spectaculaires et si Davis Alexander peut juste être à demi-hauteur des attentes énormes placées en lui, le show va être solidex à la montagne. Je vous en passe un papier. Pendant ce temps, à Pittsburgh, on se prépare à accueillir Aaron Rodgers. Aïe aïe. Un vrai vieux qui joue vieux dans la ville de l'acier. Au-delà du stunt publicitaire, je ne sais pas trop ce que les Steelers veulent faire avec Mr. Cool, qui a clairement la tête davantage dans une grotte que sur un terrain de football. C'est pas dans la culture d'organisation des Steelers de poser un geste aussi curieux et risqué. Je crois pas plus à Aaron Rodgers à Pittsburgh que j'y croyais l'an dernier et je pense pas de me tromper. À lui de me faire mentir. Je termine ce soir avec un petit peu de basketball de la NBA qui oppose deux Québécois dans sa grande finale, Logan Dort et Bénédicte Benji Mathurin, deux beaux grands gars de Montréal qui rayonnent sur les plus grands courts de basketball du monde. A.J. Greer, en revanche, est le seul Québécois impliqué dans l'actuelle finale de la Coupe Stanley, le hockey, notre sport national. Je le dis, je le redis, je le répète ce soir. D'ici 10 ans, mark my words, il y aura plus de Québécois dans la NBA que dans la LNH. Et là, peut-être qu'on se regardera en disant il y a faillite de notre sport national.